Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, nouvel épisode du podcast La Conciergerie, l'épisode 86. On arrive tout doucement à l'épisode 100. Je vais vous réserver une surprise pour l'épisode 100, j'ai pas encore d'idée, mais je sens qu'il va y avoir une petite surprise quand même. Aujourd'hui, je vous fais un petit débrief du salon, du rendez-vous des pros de la location saisonnière qui s'est déroulé la semaine dernière à Paris. Ensuite, je vous reparle du club des conciergeries et je vous explique pourquoi il n'y a plus de newsletter. Et ensuite, je vous introduis l'épisode du jour. Alors, déjà pour commencer, le salon du rendez-vous des pros, c'était énorme. Il y a qu'un mot à dire. 70 exposants, 1500 visiteurs et on était tous débordés, on a tous bien bossé sur tous les stands. Honnêtement, on n'avait pas une minute à nous. Moi, j'étais sur le stand J'affiche complet. Peut-être certains sont venus me dire bonjour et peut-être que certains m'ont pas vu parce que je bougeais aussi pas mal. C'était très enrichissant. D'ailleurs, si vous n'êtes pas venu à l'événement, je vous encourage à aller sur les salons quand vous pouvez, parce que vous rencontrez beaucoup de monde, vous rencontrez des services, des produits qui vont vous aider dans votre activité, mais aussi vous rencontrez d'autres conciergeries. Et ça, c'est pas mal pour échanger. Et on a remarqué que chaque année, il y a de nouveaux acteurs sur le marché, ce qui montre bien que le secteur de la location saisonnière est en constante croissance. Donc là, il faut pas avoir de doute sur ça, ça fait que se développer cette activité. Cette activité et d'ailleurs ce secteur en général, puisqu'il n'y avait pas que les conciergeries sur le rendez-vous des pros de la location saisonnière, il y avait toutes les personnes qui travaillent dans la location saisonnière, donc des agences immobilières, des investisseurs immo, des souleurs. Donc c'était vraiment un salon très intéressant puisqu'il n'y a pas de salon qui regroupe tous ces acteurs-là. Il y avait des grands noms comme Booking qui étaient présents, c'était, le partenaire leader du salon. Il y a une chose que j'ai retenue pendant le discours de Booking, le matin de l'ouverture du salon, c'est que 80 des réservations se font sur les 25 premiers établissements dans les résultats de recherche. Ça veut dire quoi? Si vous n'optimisez pas la visibilité de vos annonces, vous n'aurez pas de réservation. Donc soyez dans les 25 premiers établissements, c'est important. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir un épisode sur comment optimiser ces annonces Booking, n'hésitez pas à me le dire sur le Instagram La Conciergerie Podcast. Ça me permettra de savoir s'il y a des gens qui ont envie de savoir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message après cet épisode si vous voulez savoir comment optimiser. Alors, deuxième point, la newsletter n'existe plus. Pourquoi elle n'existe plus? Eh bien, comme je l'avais dit dans la dernière newsletter, c'est un échange que dans un sens. Je vous partage du contenu, mais j'ai pas de retour. On peut pas échanger ensemble. C'est pareil sur le podcast d'ailleurs, je vous donne beaucoup de ressources, mais je n'ai pas de retour, à part bien sûr quand vous mettez un avis, et ça j'en suis super contente quand vous en mettez un. Mais vous m'écrivez des fois sur Instagram aussi, mais c'est en privé. J'ai envie qu'il y ait un endroit, enfin j'avais envie, puisque du coup c'est maintenant d'actualité, mais j'avais envie qu'il y ait un endroit où on puisse échanger, partager tous ensemble. Donc c'est ce que j'ai fait avec le club des conciergeries. Donc c'est un espace communautaire où c'est gratuit, hein, vous inscrivez et vous allez avoir de quoi soit poser vos questions, vous allez retrouver des ressources. Il y a même un channel que j'ai créé qui s'appelle, mise en relation. Donc par exemple, vous cherchez un prestataire de service, vous posez votre question, peut-être que quelqu'un en connaît, ou alors vous avez un propriétaire qui loue un logement dans un secteur où vous n'allez pas. Vous pouvez, poser votre question ici ou aller sur trouveruneconciergerie.com, mais le sujet, c'est pas celui-ci. Donc pour vous inscrire au club des conciergeries, le lien se trouve sur laconciergeriepodcast.fr où vous le retrouverez en bas de l'épisode. Voilà, c'est tout pour le club des conciergeries. Sachez qu'il y a aussi une formation offerte pour, toutes les personnes qui ne se seraient pas encore lancées dans l'aventure de la création d'une conciergerie. Vous avez une formation et vous avez aussi, tous les épisodes de podcast mais rangés par, par type, c'est-à-dire, si on parle de l'opérationnel, si on parle de finance et cetera. Ça peut être intéressant si vous vous lancez tout juste sur le podcast La Conciergerie. Passons à l'épisode du jour.
J'interviewe Morin de la conciergerie Suzette. C'est un épisode qui avait été enregistré l'année dernière. Il y a un petit moment, c'était un épisode Histoire de conciergerie. C'est une rediffusion de l'épisode, mais c'est un épisode très important. Donc, même si c'est une rediffusion et que vous l'avez déjà écouté, je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous avez oubliées. Donc, écoutez-le attentivement. Il explique comment il a atteint ses 54 logements, comment il a mis en place sa conciergerie depuis le départ. Il s'est lancé seul, 54 logements. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Morin sur le podcast La Conciergerie. Merci d'accepter mon invitation pour ce premier épisode des histoires de conciergerie. Donc bienvenue. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci de m'inviter et très heureux de participer à ce podcast avec toi. Je suis ravie de t'inviter sur ce premier épisode où en fait on va parler de ta conciergerie, de comment tu en es arrivé où tu en es aujourd'hui, pourquoi tu as ouvert une conciergerie et puis tes problématiques et tes succès aussi tant qu'à faire. Donc rentrons dans le vif du sujet déjà. Est-ce que tu peux présenter ta conciergerie en détail en disant ton secteur, ta date d'ouverture et même le nombre de biens si tu veux partager ça. Ok, alors donc j'ai donc créé une conciergerie qui s'appelle la conciergerie Suzette. Je travaille sur 2 communes actuellement, le Lavandou et Bormes-les-Mimosas. C'est 2 communes qui sont 2 stations balnéaires dans le Var. Donc en gros, pour résumer un peu l'endroit, c'est entre Toulon et Saint-Tropez. On n'est pas vraiment Côte d'Azur, mais presque. C'est pas le gaming de Saint-Tropez, c'est plus familial, mais voilà, c'est 2 stations balnéaires. La conciergerie, je l'ai créée, j'ai vraiment lancé novembre 2020. Donc il me semble qu'au moment de la date d'anniversaire, c'était en plein confinement, deuxième confinement. Donc voilà, moi j'arrivais au bout. C'était peut-être que j'anticipe sur les questions futures, mais voilà, j'arrivais au bout un peu de mon projet pro de ce moment-là, et donc j'ai lancé la conciergerie. Donc on en parlera peut-être après, mais c'est très saisonnier. Donc là, on va attaquer une 3e saison estivale. Enfin, on est déjà un peu dedans. J'ai actuellement 54 logements dans mon portefeuille client, quelques maisons, je crois que c'est à peu près une quinzaine de maisons, et le reste des appartements, du studio, T2, T3 et T4. Voilà un peu pour le résumé de la conciergerie Suzette. Ok, tu t'es lancé seul, sous quel statut? Alors, moi je me suis lancé seul, donc j'ai fait tout de suite une SASU, donc une société, une SAS unipersonnelle. Seul, avec un petit peu le soutien moral de ma maman qui a un hôtel et qui faisait pas mal de locations saisonnières avec des appartements à elle, enfin pas mal, les 2 appartements, mon oncle en avait 3, donc un peu avec leurs conseils et leurs expériences, mais clairement je me suis lancé seul dans cette aventure. Oui, tu avais une petite expérience dans ta famille au final. C'est ça. Nous, donc ma famille gère un hôtel sur la commune du Lavandou depuis 1954. Donc moi j'ai grandi dans l'hôtellerie, même si je n'y ai pas du tout. Enfin, j'ai travaillé en tant que saisonnier quand j'étais jeune, mais j'ai pas travaillé ensuite dans ma vraie vie professionnelle, on va dire. Mais voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là avec du coup voilà l'expérience un peu de gérer des équipes de ménage, de gérer un planning de réservation, des milliards de discussions autour de tous ces sujets-là. Donc je connaissais un petit peu. Il y a aussi un appartement dans l'hôtel, donc je connaissais un petit peu. Voilà, donc. D'ailleurs, on en arrive. Quel est ton parcours avant d'ouvrir ta conciergerie? Alors, donc mon parcours, moi j'ai fait un peu des virages, on va dire. J'ai une formation STAPS, donc fac de sport. Ah oui. Mais finalement, à la fin de ma formation, j'ai dérivé un peu communication et marketing, donc dans le sport. Et j'ai travaillé 6 ans, je crois 5 ou 6 ans à Paris. Moi, j'ai fait mes études à Montpellier. Je suis ensuite parti à Paris pendant 6 ans, travailler dans des agences de communication, dont notamment une où j'ai passé 5 ans, principalement voilà, dans le sport. Donc ça m'a bien aidé sur la partie commerciale, relations clients, etc., mais pas du tout dans la partie conciergerie. Par contre, on organisait beaucoup d'événements et notamment de tournages, et je me suis rendu compte que la partie opérationnelle m'aide beaucoup actuellement dans toute l'organisation, la gestion d'équipe, etc., parce que c'est un petit peu ce que je faisais, même si le secteur était complètement différent.
Voilà, gérer des prestataires, des équipes, de l'organisation, du stress, etc. Ça, j'avais déjà pas mal fait, donc ça m'a bien aidé. Et du coup, pour arriver jusqu'à la transition conciergerie, j'ai travaillé 1 an dans une autre agence pour le coup, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la communication. Je sentais que j'aimais bien, mais sans plus, et j'avais absolument envie déjà de travailler dans un métier qui me passionne. Et en plus, j'ai rêvé depuis un petit moment de monter ma boîte. Mmh. Donc en discutant un peu, notamment avec des gens de ma famille, donc comme je disais, mon oncle et ma mère qui gèrent des appartements, enfin qui ont des appartements en location saisonnière et qui s'étaient renseignés chacun pour des conciergeries sur le secteur où j'ai grandi. Je savais qu'il y avait encore un peu de place pour en monter une. Donc je me suis dit, allez, je me lance, je retourne dans le secteur où j'ai grandi parce que j'ai beaucoup plus de réseau. Plutôt que de faire ça à Paris où je connais personne. J'avais des envies de sud aussi. Le soleil, et oui. Le soleil, ma vie perso et amoureuse aussi m'a ramené Mmh. dans le sud. Donc voilà, pour plein de raisons, je suis rentré un peu dans l'endroit où j'ai grandi, voilà. Et du coup, D'accord. Et pourquoi, du coup, même si tu as commencé à répondre, pourquoi une conciergerie? Qu'est-ce qui alors, te plaisait? l'idée de base, c'était de se dire qu'en fait, avec l'hôtel, vraiment, je repars de l'idée de base, ça a bien changé depuis, mais l'idée de base, c'était de se dire, avec l'hôtel, en fait, on a des équipes de ménage, on a un lieu dans lequel on peut accueillir, enfin, faire de la remise de clés, etc. On a un logiciel de réservation. Donc, l'idée au début, c'était tout lié à l'hôtel. Mais finalement, on l'a pas fait du tout, parce qu'au fur et à mesure d'avancer dans le projet, on s'est rendu compte que c'était peut-être mieux que déjà, d'un point de vue familial, que chacun fasse un peu son histoire. Et puis en fait, c'était plus pratique. Donc finalement, j'ai pris mes propres aides ménagères. Enfin, je l'ai fait beaucoup moi au début, avec l'aide un peu de ma chérie qui a pourtant un autre boulot, mais qui m'a bien aidé au début pour aller faire ça. Voilà, j'ai pris mon propre logiciel, enfin pas tout de suite, mais assez rapidement mon propre logiciel mon propre channel manager. Voilà. Donc finalement, j'ai tout fait un peu de mon côté, mais l'idée de base, c'était de se dire en fait, on a déjà plein de compétences grâce à l'hôtel familial, et autant les emmener pour de la location saisonnière parce que il y a pas la, bon, c'est un peu sans limite. Un nombre de chambres dans un hôtel, on est limité, on peut pas l'agrandir, il y a plus de place. Eh Alors que oui. des appartements ou des maisons, on peut en avoir pas à l'infini, mais presque. Donc c'était un peu l'idée. Finalement, ça a bien changé, mais voilà de quoi c'est parti. Et puis après, bah, tout le reste s'est fait au fur et à mesure. Ouais, d'accord. Et du coup, tu as appris sur le terrain plus ou moins, tu as quand même eu de l'expérience dans les hôtels. Comment tu as décidé de te lancer du coup? Est-ce que tu avais fait une formation? Comment tu as fait? Alors non, pas du tout de formation. Moi, j'avais géré. Alors au début, je m'étais quasiment que sur Airbnb parce que je maîtrisais un peu Airbnb parce que j'avais déjà géré pour mon appartement perso. Donc là, je parle de la partie annonce. Euh, pour la partie ménage, j'avais déjà quand même filé pas mal de coups de main à l'hôtel, donc je suis allé en rediscuter un peu avec les femmes de ménage de l'hôtel qui m'ont redonné quelques conseils, mais vraiment c'est 10 minutes de discussion, hein, c'était pas une formation. Et je suis parti avec mon matériel faire le ménage. Donc au début très peu efficace. Le résultat était pas mal, mais je passais beaucoup de temps parce que je faisais pas les trucs dans l'ordre, donc c'était un peu long, mais petit à petit, bah, j'ai appris, et voilà, en cherchant un peu sur Internet, en reposant des questions à être plus efficace. Voilà, donc ça c'est pour la partie ménage. Sur la partie organisation, pour le coup, ça c'était plutôt, enfin je l'avais un peu en moi, je pense, de par mes autres expériences. La partie commerciale aussi. J'ai trouvé d'ailleurs que la partie commerciale était beaucoup plus cool que dans le privé parce que on travaillait avec dans mon ancien métier, on travaillait avec des grosses marques. Et donc, dès qu'on présentait un devis, c'était un peu la guerre. Il y avait beaucoup de concurrence. Tout était négocié, revu. Il fallait présenter un devis. Enfin, il fallait faire une présentation pour faire valider chaque devis. Là, j'arrivais juste présenter ma société et on me donnait les clés en me disant, ah, bah, cool, ça a l'air sympa. Bah voilà, je vous file les clés et allez-y, vous pouvez gérer. Donc, c'était beaucoup plus calme et cool et je trouvais que les relations commerciales étaient plus humaines et plus sympas. Donc voilà pour ces points-là. Ok. Et quand tu as démarré, sur quoi tu t'es concentré en premier? Tu t'es dit, il faut absolument que je fasse ça pour commencer. Alors moi, le premier point, parce que je me suis dit déjà, enfin ça paraît con, mais il me faut des clients. Donc Ouais. je suis un peu allé voir mon réseau. J'avais des amis ou des amis d'amis agents immobiliers. Je dis voilà, si jamais vous vendez des biens, vous connaissez des gens qui cherchent une conciergerie, ben moi je me lance. Et d'ailleurs, ben, c'est ces contacts-là qui m'ont donné mes premiers logements à gérer. Et ensuite, je me suis concentré qualité. Donc tout de suite, alors ça c'est une particularité aussi nous de ce qu'on propose, c'est qu'on met le linge dans tous les logements qu'on gère. Moi, je voulais proposer
voilà, des prestations presque qualité hôtelière. Donc, Mhm. bon, évidemment, on peut pas faire le petit déjeuner et faire le ménage tous les jours comme dans un hôtel, mais je voulais que les gens arrivent, il y ait les draps, il y ait les petites serviettes, les capsules de café, etc. Donc ça, c'était un des points aussi sur lesquels je me suis concentré parce que je voulais, moi, c'est comme ça que j'ai envie de voyager, donc je voulais proposer ça dans ma conciergerie et que les gens arrivent. Alors les toutes premières locations. J'ai mis des petits apéros, une bouteille de vin pour une location de 2 nuits. Enfin, au début, je calculais un peu mal mes marges, mais au début, j'ai tout mis pour qu'il soit bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Je crois qu'on Voilà. l'a tous fait. Ouais, je pense aussi, mais voilà, ça fait partie un peu du cheminement. Mais voilà, donc vraiment, là, pour répondre de manière plus synthétique à la question, c'était qualité de l'accueil et du coup, forcément, ça va avec qualité du ménage. Ouais, ok. Tu as plusieurs offres dans ta conciergerie ou tu as une offre unique? Alors maintenant j'ai plus qu'une offre unique, mais historiquement, enfin au début j'en avais deux. J'ai une offre de gestion complète que j'ai toujours, donc création d'annonces, Le linge remise de compris, clés, linge compris effectivement, qui n'est jamais en option et qui est toujours compris. remise de clés à la main ou tu fais Alors auto? ça pareil, ça a un peu changé. J'ai fait au début, je voulais de la remise de clés en main propre constamment. Maintenant j'ai un peu changé là-dessus. Ouais. On a aussi un local maintenant depuis janvier, donc on peut faire, enfin comme une agence, on va dire, enfin en tout cas un local où on peut accueillir des gens et remettre les clés sur place. Je me suis toujours un peu aussi servi, bon ça c'est notre particularité à nous, mais je me suis toujours servi un petit peu de l'hôtel familial pour faire la remise de clés sur les logements qui étaient aux alentours. L'avantage d'être dans un secteur que je connaissais bien, c'est que j'avais quelques commerçants aussi que je connaissais, chez qui je laissais des clés parce que même dès le début, avec peu de logements, c'était quand même compliqué d'être partout pour faire la remise de clés en main propre. Et donc du coup sur les offres, gestion complète. Et j'avais aussi créé, mais je l'ai gardé qu'un an quasiment. Enfin la deuxième année, donc l'année dernière, j'ai fait juste pour quelques clients que je voulais pas lâcher, mais que j'avais prévenu que je continuerais pas. C'était une formule à la carte. Donc je Ok. faisais je faisais jamais uniquement le ménage, c'était ménage plus entrée-sortie et des fois linge selon les besoins. Mais il n'y avait pas de gestion d'annonce. Donc ça je Ouais. l'ai eu les 2 premières années on va dire, mais je l'ai pas gardé. Ok. Donc maintenant, c'est une offre unique avec C'est ça. linge compris, C'est ça. gestion des annonces que tu C'est ça. reprends ou tu recrées des annonces? Alors 95% du temps je recrée les annonces. J'ai repris quelques annonces qui existaient, mais je crois que je vais arrêter de le faire parce qu'en fait, ça me complique la vie. Moi, j'aime bien que ce soit, enfin, ça me complique un peu la vie et finalement, c'est quand même mieux quand, enfin, en tout cas, moi, ça m'arrange de les créer moi. Donc, au début, je voulais pas imposer ça à ceux qui en avaient déjà, mais maintenant que j'ai un peu plus de logements, je crois que je vais pouvoir me le permettre et Hmm. dire non, c'est création d'annonces ou rien. Là, tu as un peu plus de 50 logements. Tu es toujours Ça. tout seul? Alors non, je suis plus tout seul depuis juin de l'année dernière. Alors déjà assez rapidement, au début j'ai tout fait quasiment tout seul, même si j'avais un petit peu d'aide, un petit peu d'aide gratuite, on va dire, avec ma chérie ou des gens de ma famille qui venaient m'aider de temps en temps sur des remises de clés ou du ménage. Mais ça c'était vraiment pour le lancement au tout début. Assez rapidement j'ai quand même eu une voire deux même aides ménagères qui m'ont accompagné et qui m'ont permis de me retirer un peu de la partie ménage pour gagner plus de temps sur l'organisation, la gestion, etc. Maintenant, depuis, ça a quand même bien changé puisque moi, je fais plus du tout le ménage, ça n'arrive plus du tout, quasiment. Là, en tout cas, ça doit faire des mois que je l'ai plus fait. Donc, l'équipe ménage est complète et on est trois, moi y compris, sur la partie organisation. Donc pour détailler un peu l'organisation, on a donc une personne qui s'occupe de tout l'opérationnel. Donc c'est elle qui va être en contact avec toutes les femmes de ménage, qui va organiser tous les ménages, toutes les remises de clés, donc savoir si c'est en autonome, sur place, parce qu'il y a quelques logements, on continue de les faire sur place. On a identifié quelques logements premium qu'on continue de faire sur place. Si c'est en boîte à clés, si c'est dans notre agence, si c'est dans l'hôtel familial, dans un autre commerce, si c'est un départ dans une boîte aux lettres, voilà, qui va gérer vraiment tout ça. J'ai un donc enfin, l'alternant nous aide un peu sur notre partie, donc il faut que je parle de ma partie avant de parler de l'alternant, mais moi je vais m'occuper de toute la partie commerciale, de toute la partie réservation. Que ce soit les prix, les échanges avec les voyageurs, tout le calendrier, les annulations, préparer un petit peu
leurs arrivées, savoir combien ils sont, parce que pour le linge, c'est assez important, notamment pour les serviettes, savoir combien ils vont être, même si normalement c'est dans la réservation, des fois on a des surprises. Mmh. Voilà. Et du coup, j'en reviens donc à une personne qui est en alternance, qui nous aide un petit peu tous les deux sur nos différentes parties. Voilà. Plus après, il y a des parties qu'on se partage, comme la maintenance. Donc c'est pas nous qui faisons directement la maintenance, même si ça m'arrive de temps en temps de réussir à réparer une petite chose qui peut être un peu bête, mais il va falloir appeler la bonne personne pour réaliser la maintenance des logements, etc., ou prévenir le local, le propriétaire, etc. Donc ça, on se le partage un petit peu. Mmh. Quand tu parles de la partie commerciale, est-ce que tu fais aussi allusion à la promotion de ta conciergerie? Alors oui, tout à fait, sachant que en fait la partie promotion, elle est assez simple. J'ai la chance, je crois, enfin, c'est difficile, j'ai pas trop de recul, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de demandes. Et du coup, moi, je fais très peu de promotions. Je fais un post Instagram par an, peut-être. J'aimerais que ce soit mieux, mais sachant que j'ai bossé dans la com en plus, mais je prends pas trop le temps. Donc j'ai simplement, je crois, un site qui est pas trop mal référencé, et du coup, j'ai pas mal d'appels entrants. Mais OK. pareil, ça va être un point aussi à gérer. Je me déplace beaucoup pour aller visiter les logements, parce que maintenant, on sélectionne les logements qu'on prend en gestion. Et j'aimerais me déplacer un petit peu moins parce que des fois j'y vais et en fait je reste 5 minutes et je dis que pourrais pas prendre en gestion, et voilà, ça fait quand même un déplacement pour Mmh. rien, ça fait finalement perdre du temps. Mais du coup la promotion en fait c'est presque que du référencement et de l'appel entrant. Et voilà. Et OK. après, la partie commerciale, c'est aller voir les logements, tout préparer. Généralement, c'est 2, 3 rendez-vous pour avoir bien toutes les infos, signer le contrat, récupérer les clés, voir s'il Mmh. y a nécessité de faire un ménage de début de collaboration, voilà, un peu tous ces points-là. Tu disais que du coup, vous étiez 3 plus aide ménagère. Tu as des salariés ou c'est uniquement des indépendants? Alors nous on est trois, donc il y a un salarié qui est en CDI et un alternant, donc il y a un contrat de 2 ans. Donc, ça fait bientôt un an. Et pour les aides ménagères, on a fait bon, pareil, on en parlera, l'organisation est un peu particulière sur le temps de travail, mais on a beaucoup d'aides ménagères en auto-entrepreneur. Et on a cette année 2 personnes qui sont salariées à temps partiel, voire très partiel, puisque c'est 7 et 10 heures par semaine. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas trop l'occasion de faire un statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est un peu compliqué. Voilà, on essaie de s'adapter en leur proposant un contrat salarié, mais qui est effectivement très partiel, on va dire, sur le temps de travail. Ouais. OK. Et avec plus de 50 logements, combien tu as d'aides ménagères? Alors, je crois que là, actuellement, on est à 7-8. Je crois que ça fait 7, sachant qu'il y en a une qui est en équipe parce que elle se débrouille, donc c'est de son côté. Généralement, elle vient jamais seule. Elle est toujours, elle a une personne qui vient tout le temps, voire des fois une autre, donc elle est souvent à 3. Mais on a 7 personnes, dont une équipe, on va dire. OK. Tu parlais de référencement, de récupération de clients via les appels entrants. Mais par où, en général, arrivent tes prospects? Uniquement sur ton site web? Alors, pas que, mais principalement, je pense que en fait, c'est Google. Ils voient la petite fiche Google et du coup, ils appellent parce que quand on tape conciergerie Lavandou ou conciergerie Bormes Mimosa, pardon. euh, je pense que j'apparais dans les premiers parce en fait, il y a beaucoup d'agences qui font ça, mais qui s'appellent agences et Eh qui oui. n'ont pas une très bonne réputation. Donc, les gens cherchent plutôt des conciergeries. Je pense que notre site est pas trop mal fait, le référencement est pas trop mal, donc on apparaît. Mais il y a aussi autre chose qui nous aide et aussi sur le référencement, c'est que j'ai un partenariat avec l'office de tourisme de la ville. Alors pour l'instant que du Lavandou et pas de l'autre commune. Voilà, donc il coûte à peu près, je crois, 250 € par an, ce qui est pas énorme, mais Oui. voilà, c'est pas énorme, mais ça apporte pas mal de clients parce que eux, ils ont une propre page en fait, conciergerie Suzette, où ils listent assez rapidement nos missions. Et du coup, ils sont presque mieux référencés que moi. Ils apparaissent avant. Donc les gens ont peu d'infos parce qu'ils comprennent pas exactement ce qu'on fait, mais au moins ils appellent et on apparaît des fois un peu avant les autres. Donc ça, je pense que ça m'aide pas mal sur le référencement. Après, c'est une analyse subjective parce que c'est compliqué d'avoir les vraies infos, mais je pense que ça nous aide pas mal. Mmh. OK. On va changer de sujet. Ouais. Pour toi, quand tu as commencé, tu dirais que c'était quoi tes plus grosses difficultés? Euh, alors, au début, je crois que les plus grosses difficultés, ça a été enfin, pas tout de suite, mais assez rapidement, quand j'ai dû déléguer un peu, ça a été je pense que ça c'est peut-être je pense que beaucoup l'ont vécu, mais ça a été
ce soit pas fait comme moi. Au début, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que chacun fonctionnait à sa manière et que je comprenais pas pourquoi les gens faisaient pas exactement comme moi, que ce soit surtout sur le ménage, parce que c'était la première chose que j'ai déléguée. Et en fait, on se rend compte que il faut créer des briefs, il faut créer une sorte de charte et que ce qui est dans ma tête, les gens ne peuvent pas le savoir. Et j'ai mis un peu de temps à l'assimiler et du coup, ça fait pas mal de frustration en me disant mais je comprends pas pourquoi on laisse traîner un balai à serpillière alors que les gens doivent arriver. C'est ok, le ménage est fait, mais il faut que ce soit rangé comme dans un hôtel. Mais en fait, j'ai compris que des fois, il y en a pour qui c'était logique, d'autres non, et qu'il fallait simplement le demander et bien écrire et bien cadrer ce qu'on attendait, quoi. Mais vraiment, c'était la première chose où je comprenais pas. J'étais très frustré parce que je me disais, mais je comprends pas, je paye, je dépense de l'argent et en fait, c'est pas fait exactement comme je voudrais. Mais Ouais. en fait, je crois que c'est normal. C'est le fait de donner les directives comme on aimerait, en fait. C'est ça, c'est d'essayer d'écrire. En fait, ce que je dis des fois, c'est qu'il faut arriver à écrire ce qu'on a dans son cerveau et des fois, c'est pas facile. Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, tu dirais que tu as quoi comme difficulté à plus de 50 logements? Alors, c'est finalement assez proche de ce que je disais. C'est toujours la partie, c'est toujours de déléguer. Après, on en parlera peut-être après, mais nous, c'est très saisonnier. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas si c'était peut-être une de tes questions plus tard, mais nous, on fait 55% de notre chiffre d'affaires sur les 2 mois de juillet et d'août. Ok. Donc c'est assez particulier et du coup ça engendre beaucoup de complications opérationnelles et voilà, il faut s'adapter à ça et c'est peut-être, je crois, la chose la plus difficile qu'on ait à faire, sachant aussi ça en plus du côté saisonnier, c'est qu'il y a beaucoup de réservations du samedi au samedi. Donc déjà on travaille, on va dire, si je résume un peu, 6 mois dans l'année. En plus on travaille que les samedis. Enfin, j'essaye de décaler un peu mes réservations, mais la plupart du travail se passe comme ça. Donc ouais, c'est beaucoup de difficultés sur la partie opérationnelle. Ben, vas-y, du coup, tu peux peut-être nous en dire plus. Quel est ton quotidien en haute saison et en basse saison, finalement? Alors, donc déjà, il y a une particularité, c'est que là, par exemple, depuis un mois, depuis le 1er avril, je ne prends plus de nouveaux contrats, de nouveaux clients. Parce que on va rentrer dans une période opérationnelle très compliquée, donc je veux être complètement focus sur la partie opérationnelle. Comme je le disais, nous on prépare les draps dans chaque logement. Donc nous, on a décidé, je crois que c'était le sujet d'un des podcasts, mais nous on a décidé d'acheter nos draps. On en refacture une partie. Enfin, j'ai essayé de trouver un système pour pouvoir être aidé financièrement par les clients. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que j'ai assez de draps pour faire la saison, sachant qu'on est sur une augmentation assez importante du nombre de logements. Donc chaque année, je suis obligé de racheter beaucoup de draps pour pouvoir assurer Plus le renouvellement. exactement, plus le renouvellement. Donc j'ai hâte quand même d'arriver à un niveau assez stable de logement géré pour pouvoir juste faire du renouvellement et de pas acheter des vingtaines de housses de couette et 60 thés d'oreiller pour pouvoir assurer. Donc voilà, je disais, à partir du mois d'avril, on se concentre sur l'opérationnel, recruter nos dernières aides ménagères pour pouvoir assurer la saison, vérifier qu'on ait suffisamment de draps, finir de mettre en ligne les logements parce que mine de rien ça prend du temps et on les met sur 3 plateformes, enfin en plus de notre site internet, sur 3 plateformes que Booking.com, Airbnb et Abritel. Donc ça tout le monde ça va parler, je pense, aux gens qui nous écoutent, mais voilà, ça prend du temps et ça multiplie le nombre de missions. Donc là, voilà, j'arrive quasiment au bout, presque tout est en ligne, presque toutes les photos ont été faites, donc on peut vraiment se concentrer sur l'opérationnel. Donc du coup, hors saison, ça va être un peu tout ça. On passe beaucoup de temps aussi. Moi, je voulais qu'il y ait ce qu'on a nous en interne, on a appelé des fiches master, c'est-à-dire que sur chaque logement, on a une fiche très détaillée de tous les équipements, de la taille de chaque pièce, enfin de la superficie pardon de chaque pièce, des particularités, voilà, toutes ces informations-là. Ben mine de rien, ça prend du temps parce qu'il faut aller dans chaque logement. On fait une espèce d'un petit inventaire photo qui nous permet quand même de se souvenir de ce qu'il y a dans chaque logement. Donc ça, on a passé tout l'hiver à le faire parce que moi, vu que j'avais un peu avancé tout seul, je l'avais jamais fait sur les premiers logements que j'avais rentré seul. Donc en fait, il fallait le faire quasiment sur les 54 logements qu'on a en portefeuille. Donc ça a pris pas mal de temps cet hiver. Mais le quotidien sur la partie été, il est plus structuré dans le sens où en fait, par exemple le mercredi, on appelle tous les locataires partants et arrivants
ou messages, hein, quand je dis appeler, c'est souvent des messages, pour savoir à quelle heure ils arrivent, à quelle heure ils partent. Alors on sait que pour les arrivées, ça dépend de la route, mais on essaie de savoir d'où ils arrivent. Est-ce qu'ils arrivent de Paris, est-ce qu'ils arrivent de Lille ou de Aix-en-Provence, qui est à 1h30 de chez nous. Et dans ce cas-là, on peut anticiper un peu le potentiel retard. On sait que le lundi, mardi, ça va souvent, j'ai pas fait dans l'ordre, mais le lundi, mardi, ça va souvent être les petits problèmes de maintenance, parce que c'est généralement le samedi, ils viennent d'arriver, ils font pas attention. Le dimanche, ils nous appellent pour nous dire il y a ça qui dysfonctionne. Donc nous, on intervient le lundi ou le mardi pour aller essayer de réparer ça. Comme je disais, le mercredi, on appelle tout le monde. Le jeudi, enfin, je résume, c'est pas si simple, mais en gros, c'est un peu ça. Le jeudi, on va préparer tous les sacs, donc les sacs de linge, plus faire les programmes. Donc ça, c'est jeudi et vendredi. Sacs de linge plus programme pour toutes les aides ménagères et nous-mêmes. Savoir qui va aller sur place pour faire le départ, qui va se trouver dans notre local pour faire les arrivées au local, quel problème on pourrait avoir, est-ce qu'on a bien, bon ça généralement on le sait avant, mais est-ce qu'on a bien suffisamment de femmes de ménage. Le samedi c'est une journée très opérationnelle où on fait tous les départs, toutes les arrivées. Et le dimanche, j'ai réussi à décaler pas mal de départs arrivés au dimanche aussi, donc voilà, on va faire un peu comme le samedi, mais de manière un peu moins stressante, on va dire un peu plus cool. Donc, aucun jour de repos. Non, alors c'est l'avantage d'être 3, c'est que donc les 2 personnes qui travaillent avec moi ont 2 jours de repos, donc dans la semaine. Donc il y en a un lundi, mardi, l'autre c'est mercredi, jeudi, et comme ça le vendredi, samedi, dimanche, on est tous les 3. Moi personnellement, aucun jour de repos en saison. Même à l'année, j'ai pas un jour fixe de repos, mais j'essaie de temps en temps quand je vois que ça va être plus calme. Si je sais qu'il y a un mardi ou un mercredi où je vois qu'il n'y a pas trop de problèmes, il y a aucune arrivée, il y a rien, je coupe, même si j'ai du mal à m'éloigner de mon téléphone pour le moment. Peut-être que ça viendra plus tard, mais pour l'instant, j'ai encore un peu du mal. Ok. Et du coup, en basse saison, il y a moins de choses à faire. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être tu reprends de nouveaux contrats. Alors ouais, tout à fait. Il y a toute la partie contractualisation. Il y a beaucoup de préparation de tarifs parce que l'idée c'est de faire évoluer les tarifs, donc de faire une sorte de petit bilan de la saison, de se dire voilà tel logement, on l'a très bien loué en août, peu en juin, juillet. Bon, c'est souvent bien loué juillet, août et on a un peu galéré sur mai ou juin. Essayer de comprendre pourquoi. Donc reproposer une grille de tarifs adaptée. Demander peut-être des fois, ça m'arrive de plus en plus d'ailleurs, des petites améliorations du logement à certains clients. Ça m'arrive aussi de plus en plus d'appeler des clients pour leur dire qu'on continuera pas de gérer leur logement parce que il y a des choses qui sont trop obsolètes, voilà, et qu'on veut monter en gamme et qu'on pourra plus gérer. Donc c'est des moments qui sont pas toujours simples, mais quand on explique bien, généralement ça va. Mais il y a tout ce travail-là. J'essaie de me pencher aussi sur toute la préparation et les ambitions un peu de l'année suivante. On a fait l'année dernière, par exemple, un bilan avec toutes nos femmes de ménage. On a préparé des listes encore plus précises de ce qu'on attendait d'eux. Ça permet aussi de renégocier, notamment avec les femmes de ménage qui me disent ok, mais moi je veux plus de logement où on peut pas se garer, ou alors je veux que ce soit mieux payé. Enfin, voilà, toutes ces négociations là, on les garde pour l'hiver et plus essayer de prendre un peu de vacances aussi quand même. Donc Ouais. donc voilà. Et puis il y a toujours un peu d'activité, hein. C'est calme, mais il y a un peu d'activité. On arrive à avoir du monde pour les fêtes, pour les vacances scolaires. Les week-ends. Voilà, mais les week-ends aussi. Alors nous, on fait 4 nuits minimum. Ça, c'est une de nos politiques. C'est comme ça. C'est aussi le fait de gérer le linge où on veut pas du coup gérer le linge pour 2 nuits. Ça évoluera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est 4 nuits minimum. Donc on fait jamais moins de 4 nuits. Mais ça nous arrive pas mal d'avoir des 4 nuits à Noël, au jour de l'an, des choses comme ça. Ok. Tu disais que tu fais la majorité de ton chiffre d'affaires en haute saison. Comment tu arrives à gérer cette trésorerie? Est-ce que c'est difficile? Alors, ça pourrait l'être. Après, bon, nous, c'est une particularité aussi, c'est ça nous aide beaucoup sur cette partie-là. Enfin, je sais pas si moi j'ai une carte G qui me permet aussi d'encaisser les loyers à l'avance. Donc des fois, j'encaisse en janvier des réservations pour le mois d'août et qui vont me permettre de payer les salariés à la fin du mois de janvier et d'acheter un petit peu de drap, etc. Et du coup, je le rattraperai en août à ce moment-là. Bon, ça, c'est un peu une particularité, mais ça m'aide énormément sur la trésorerie. Parce que sinon, j'avoue que ce serait compliqué. On fait pas beaucoup de chiffres surtout que maintenant qu'on a des salariés. Tant que j'étais tout seul, c'était pas trop grave. Je décalais les dépenses. Mais maintenant qu'on a des salariés, il faut bien les payer à la fin du mois. Ouais, c'est sûr. Tu dirais que c'est difficile de gérer une conciergerie qui est saisonnière?
Euh, oui, je pense que c'est difficile. Après, évidemment, chaque conciergerie a ses difficultés. Moi, j'ai l'impression que c'est la partie la plus compliquée parce que c'est une grosse particularité. Moi, j'aimerais bien que le temps de travail, j'aimerais bien avoir une femme de ménage à temps plein, en CDI, 35 heures, qui peut étaler son travail tranquillement sur une semaine complète. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible. Pourtant, on a 54 logements et on fait le ménage pour toutes les locations, mais pour l'instant, c'est pas possible parce que la charge de travail, elle se répartit sur une période de l'année et aussi sur une période de la semaine, enfin sur un jour de la semaine précis. Donc c'est un peu compliqué effectivement. Il faut des grosses équipes de ménage, sachant que ces équipes de ménage, du coup, toutes les personnes qu'on a, elles ont une activité annexe. Enfin, il y en a une qui est retraitée, mais personne ne bosse à temps plein avec nous sur la partie ménage parce que on les fait bosser. Alors là, en ce moment, ça va parce que c'est un peu étalé. Il y a les week-ends, on peut les faire bosser un peu tous les jours. Mais en pleine saison, c'est quasiment que le samedi. Donc, il faut que ce soit des personnes qui ont une autre activité à côté et qui cherchent une sorte d'extra pour compléter leurs revenus. Donc, c'est des profils qu'on trouve moins facilement. Donc, ouais, ça nous complique un peu la vie, mais je pense que c'est une particularité aussi. Et plus on saura bien le gérer, plus ça fera notre différence. Je pense qu'on essaie de bien s'organiser et peut-être que ça nous, comment dire, ça nous démarquera de la concurrence aussi d'être capable de bien gérer cette particularité. Je vois. C'est une question que je t'ai pas posée, mais il y a des concurrents sur ton secteur? Oui, alors il y a des concurrents. Alors déjà, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, il y a les agences immobilières qui le font historiquement depuis des années. Elles ont en règle générale assez mauvaise réputation parce que certaines le font un peu à l'arrache où tout est en option, la wifi est en option, les draps sont en option, il n'y a pas de capsule de café, il y a rien. Il y en a qui bossent très bien, mais du coup qui pâtissent un petit peu de cette réputation agence. Donc bon, il y a toutes ces agences, mais pareil, elles ont souvent des taux de commission beaucoup plus élevés. Elles savent pas toutes, mais certaines ont un peu du mal avec les Airbnb. Moi, j'entends des fois des clients qui viennent d'agence et qui me disent bah ouais, nous c'était que sur le site de l'agence et pas sur Airbnb, etc. Je trouve ça un peu dommage, sachant que maintenant la plupart des gens réservent quand même sur les plateformes de réservation. Moi, si j'avais que mon site, on l'aurait pas beaucoup. Donc bon, après généralement elles ont une autre activité à côté, donc c'est moins grave, elles ont moins besoin de faire du chiffre, mais bon, voilà. Je trouve C'est pas leur cœur de métier, effectivement. voilà, c'est pas leur cœur de métier et ça m'est même arrivé. J'ai un client qui m'a dit une fois, il y a eu un problème avec une agence, elle lui a dit, écoutez, c'est pas notre cœur de métier. Donc, je trouve ça un peu bizarre de vendre une prestation et de dire, bah, désolé, mais c'est pas vraiment mon métier. Mais voilà, donc il y en a certaines qui agissent comme ça, donc forcément, elles se sont mis se sont tirées un peu des balles dans le pied. Mais il y a des conciergeries, par contre, qui bossent très bien. Il y a beaucoup d'indépendants, enfin beaucoup. Il y a quelques indépendants qui travaillent très bien, mais qui peut-être vont être un petit peu moins organisés. Il y a quelques agences qui se sont créées bien avant moi et qui, en fait, il y a quelques maisons, vu que c'est quand même de grosses stations balnéaires, qui travaillent que sur des maisons. Alors peut-être pas luxe, mais que des maisons haut de gamme. Donc du coup, c'est un fonctionnement un peu différent. Sur vraiment la partie appartement, on n'est pas énormément, mais ouais, il y a un petit peu de concurrence. Mais j'ai l'impression que tout le monde travaille très bien. Il y a tellement de demandes que. Et surtout la conciergerie Suzette. Nous, ouais, moi je suis assez content pour l'instant de la tournure que ça prend, même si on aimerait toujours aller un peu plus vite, mais non, je suis assez content de la tournure que ça a pris, ouais. Écoute, on arrive tout doucement sur la fin de l'épisode. J'aimerais bien que tu nous partages une anecdote que tu as eue durant ces 2 ans et demi dans ta conciergerie. Allez. Alors, faut que je réfléchisse un peu. Il doit y en avoir plein. Ouais, des vraies anecdotes un peu rigolotes comme ça, j'en trouve pas trop. Attends, je réfléchis 2 secondes, mais Peut-être une catastrophe. non. Après, il y a eu des difficultés dans le sens où on a travaillé l'année dernière avec une entreprise de ménage qui, à un moment donné, en fait, ne nous a pas prévenu qu'ils étaient en retard sur le ménage. Donc nous, la structure, c'est départ avant 10 heures et les arrivées à partir de 16 heures. Donc là, on était en pleine saison, un samedi qui était un peu chargé. Donc nous, on avait les doubles des clés. Enfin, on avait des clés. Les femmes de ménage avaient leurs clés. Nous, on avait les clés pour accueillir les gens. Et donc normalement, c'était censé être fait bien avant 16 heures. Et en fait, je suis arrivé dans le logement avec les locataires et je me suis rendu compte tout de suite. En plus, c'est moi qui avais fait le départ dans ce logement-là. Donc j'ai bien vu que les miettes, elles avaient pas bougé d'endroit. Elles étaient exactement au même endroit. Qu'il y avait juste pas les draps que j'avais enlevés le matin. Mais donc voilà, ça c'est pas une anecdote très rigolote, mais ouais, mais après, comment a été résolu le problème? Donc
j'ai dit aux locataires, bon, déjà qu'on allait s'en occuper, que je suis même pas sûr qu'ils s'en soient aperçus. Je pense qu'ils s'en sont aperçus un peu après moi. Mais tout de suite, j'ai décidé de leur dire, bon, ben voilà, je me rends compte que le ménage, en plus en anglais, alors même si je parle pas trop mal anglais, c'est quand même, j'aurais préféré que ce soit des Français. Je leur ai expliqué que, voilà, que le ménage avait pas été fait, qu'il y avait une erreur, que je contactais tout de suite notre prestataire ménage. Et en fait, le prestataire ménage, pour le coup, a joué les jeux, enfin, joué le jeu. Je trouve que c'est vraiment des choses, mais n'est pas allé jusqu'au bout de son incompétence, on va dire, et elle m'a dit, ok, bah, on s'était mal compris, alors que, enfin bon, peu importe, on va pas revenir là-dessus, mais et est revenu faire le ménage, donc voilà, on est revenu le lendemain offrir une petite bouteille de champagne aux locataires, à nos frais, de toute façon, on n'avait pas trop le choix, et on l'a un peu sauvé comme ça, et le ménage a été fait peut-être une demi-heure après, le temps de le faire, voilà, 1 heure, on va dire 1 heure et demie, 2 heures après, tout était réglé, mais ça fait quand même un gros moment de solitude et ça fait pas très sérieux, voilà, donc c'est absolument ça qu'on veut éviter, donc en sélectionnant bien nos prestataires ménages, que ce soit des sociétés, parce on en a notamment une là cette année avec qui on travaille qui est pas la même que l'année dernière, et nos équipes avec qui on a un lien un peu plus direct. Voilà, bah, c'est la seule anecdote auquel je pense, qui était quand même un gros moment de solitude, parce que devoir dire aux gens que il y a pas de ménage et que que c'était sale, que c'est sale l'endroit dans lequel ils viennent de rentrer pour passer leurs vacances. Peut-être qu'ils sont économisés toute l'année, donc c'était pas hyper agréable, mais oui, ouais. maintenant il fallait le gérer. Je crois que ça a été pas trop mal géré par rapport à la difficulté. Ok. Ben, merci beaucoup, Morin, pour tout ce partage. Quel est l'objectif que tu veux atteindre pour la fin de l'année? Alors, pour la fin de l'année, moi, c'est un objectif du chiffre d'affaires. Je suis un peu, des fois un esprit un peu commercial et financier. Donc, sans trop dévoiler le chiffre d'affaires que je fais, l'idée c'est de doubler par rapport à l'année dernière. Sachant que ça reste encore une petite société. Et si je me projette un peu sur 2024, du coup, peut-être 2025, mais ce qui me ferait rêver, moi, et qui m'anime un peu tous les jours, c'est de réussir à ouvrir une conciergerie en fait, de dupliquer un peu le modèle sur une commune voisine, pour pouvoir, en fait, ça me ferait un peu rêver d'avoir une scène de mini franchise, enfin c'est pas vraiment des franchises, mais d'avoir des petits conciergeries Suzette dans plusieurs stations balnéaires. Je pense que ça peut être aussi notre spécialité, voilà. C'est quelque chose qui me fait un peu rêver, et c'est un peu les ambitions actuelles de la conciergerie Suzette. Ben, je te souhaite d'atteindre tous ces objectifs, alors. Merci beaucoup. Et puis, cet épisode, du coup, est terminé. Merci encore, Morin, d'être venu aujourd'hui intervenir sur Histoire de conciergerie, ce nouveau format de podcast. Puis, à une prochaine, peut-être. Écoute, à une prochaine avec plaisir, et merci beaucoup pour l'invitation. Heureux d'avoir participé à ce podcast et d'être le premier à participer à ce nouveau format. C'était un plaisir. Merci à toi. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.